Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast hebdomadaire de la cellule. Aujourd'hui, c'est un ADN, un podcast autour de nous, et on va parler d'une thématique qui parlera à tous les joueurs d'EGN et de Murder et de jeux de rôle en règle générale, parce que il y a bien des fois où les rôlistes ou les meneurs décrivent les habits, les vêtements, les costumes. Sur sens, alors. Et aujourd'hui, nous sommes avec Natacha Forel. Natacha, ça va ? Tu es une spécialiste de la thématique qu'on va aborder aujourd'hui, le costume. Oui, tu as fait ton travail. J'ai travaillé là-dessus. Je n'étais pas une spécialiste à la base, mais j'ai travaillé pendant 1 an dessus. Ouais. Ça, c'est super. Et tu es avec Adrien. Adrien, ça va la pêche ? Ouais, salut. On vous entend tous les deux un petit peu dans les podcasts sur Sens. Et puis, puisque tu es une spécialiste du costume, on s'est dit, tiens, pourquoi pas faire un ADN avec toi sur la notion de costume. Alors, si j'ai bien compris, ça va commencer par une définition. Voilà. Alors, donc moi, c'est toujours comme ça qu'on commence un mémoire littéraire. Et du coup, j'avais commencé par distinguer les notions de costume, habits et vêtements. Natacha. Des définitions qui découlent en général chacune de l'étymologie. Donc, habit, par exemple, vient de habitus en latin, qui veut dire la mise, la tenue, mais qui a aussi pu vouloir dire les habitudes. Donc, parce que ça a donné le même mot, ça donne habits en anglais. D'accord, ouais. Et donc, la définition qui est donnée par le dictionnaire Le Trésor de la langue française, c'est la manière d'être habillé, l'ensemble des vêtements. Et ça précise ensuite que c'est propre à un groupe social. D'accord. Donc, l'habit représente un groupe social. Il y aura cet aspect social dans le vêtement, dans l'habit, ouais. Et le sous-entendu de l'habitude, donc, que tu voilà, as marqué, c'est aussi, du coup, le vêtement de tous les jours, sans... du coup, ça marque, ça, c'est lié avec le groupe social. C'est l'habitude. Voilà, c'est l'habitude. Les habitudes, ça marque les habitudes d'un groupe social en particulier, par exemple. D'accord. Ou les habitudes propres. Le golfeur, par exemple, qui va au golf régulièrement, ou les habitudes qui porte propres à un moment de la journée, par exemple. Le pyjama, c'est l'habit de nuit, quoi. Ah ouais, d'accord, ok. Donc. D'accord. Ah yes, oui, d'accord. Alors le vêtement. Pardon, tu veux peut-être continuer sur l'habit ? Non, je sais pas quel plan tu veux suivre pour ce podcast, donc je te suis, je t'écoute. Ensuite, le vêtement, donc ça vient de vestimentum en latin et dire le western. Qui veut dire vêtement tout simplement. Et lui-même en latin, ça vient aussi de vestis, qui veut dire la veste, donc qui était un vêtement précis. D'accord. Et pas la veste au sens où on l'entend, je pense. Je sais pas exactement. Je suis pas spécialiste du costume latin. Et là, il y a plus une définition utilitaire, c'est-à-dire que dans le TLF, donc le Trésor de la langue française, c'est l'ensemble des pièces de l'habillement à l'exclusion des chaussures servant à couvrir et à protéger le corps humain. Donc c'est les pièces de tissu qu'on se met pour se protéger du froid. Voilà, il y a un aspect vraiment utilitaire, quoi. D'accord, ok, ouais. Ok. Donc c'est plus l'objet tiré de son contexte, en fait. C'est ça. Se vêtir, c'est vraiment un côté technique, quoi. Résister au froid, ce genre de choses. Voilà. Ouais, je pense que c'est juste mettre quelque chose sur toi, et quel que soit ce quelque chose, en fait. Alors maintenant, tu dis se vêtir, ce dont je m'aperçois maintenant et ce qui est assez rigolo, c'est pour ça que j'ai utilisé ce verbe-là. C'est que du coup, entre s'habiller et se vêtir, vu que maintenant s'habiller est beaucoup plus courant que se vêtir, qui est passé dans la langue soutenue, on aurait tendance à rapprocher se vêtir de l'habit et s'habiller des vêtements. C'est assez rigolo cet effet de croisement. Ouais, tout à fait. Voilà. Ouais. Alors que pourtant, à la base, il y en a un qui est plus... s'habiller, ce serait plus lié au quotidien. Donc du coup, et se vêtir, ce serait plus lié à... une description de fait. Ouais, je sais pas. D'utilité, quoi. Je me vêtis pour faire quelque chose. Ouais, c'est ça, ouais. Mais là, du coup, maintenant, ça a changé de... Et du coup, on a inversé les deux, ouais. D'accord, ok. Et après, dans le dictionnaire, les habits et vêtements sont quand même très proches et sont même posés comme synonymes, sauf que comme il n'y a pas de synonyme parfait en langue française, du coup, ça marque forcément des distinctions, quoi. D'accord, ouais. Et donc, le costume, le sujet du podcast. Alors, costume est très lié au mot coutume. Donc, il vient de... Alors, je suis désolée, je parle pas italien, donc je vais écorcher les oreilles de tous les italianisants auditeurs. Donc, ça viendrait de l'italien costume. D'accord. Voilà, j'espère que je prononce bien. Comment les Espagnols prononceraient ça, J'en ai Adrien ? aucune idée. Enfin, je parle pas l'italien des Espagnols. Hein. D'accord, ok.
Et donc là, c'est une manière d'être habillé, mais propre à un groupe social, à des circonstances. Et ça peut, donc il y a le vêtement féminin, le vêtement masculin, le costume. On porte un costume pour aller à un mariage quand on, voilà. Et du coup, ça vient de costume, donc qui est une manière de différencier, qui serait une manière de différencier l'âge, la condition ou l'époque d'un personnage. D'accord, ouais. Non, mais ça c'est vraiment super intéressant ce que tu dis là. Mais en fait, je m'aperçois que c'est un ADN, mais ça peut aussi énormément servir pour du garage, en fait. Pour comment présenter en fait, son moi, univers. quand on avait parlé du costume cet été, je m'étais dit que ça rentrait presque dans le garage. Dans le podcast du garage, ouais. Ouais. D'accord. Parce que là, effectivement, du coup, il y a quand on décrit un univers, quand t'es rôliste, t'as 3 éléments, mettons, à décrire du point de vue des personnages, du point de vue de la façon dont ils sont vestimentés. Non, je pense pas. Je l'ai la pas entendu, manière mais dont c'est ils joli. sont habillés, c'est du coup leurs vêtements. Donc, quels sont les objets qu'ils utilisent de façon utile pour se vêtir. Ouais. Et puis, tu aurais l'habit qui est comment ils sont habillés au quotidien. Voilà. Par exemple, tu prends un univers, et puis enfin le costume, qui serait plutôt quels sont les vêtements spéciaux qu'ils utilisent à des occasions très particulières dans certains cadres. Typiquement, tu prends un truc de science-fiction comme, je sais pas, un espèce de Star Trek, tu dirais, bah voilà, leurs vêtements, c'est la combinaison en telle matière qu'ils utilisent pour faire des expéditions en dehors de dans l'espace pour réparer les avaries du vaisseau, je sais pas quoi. L'habit, ça va plutôt être comment ils sont habillés le matin lorsqu'on les retrouve dans leur chambre, est-ce qu'ils sont en slip. Leur c'est souvent le cas, dans la journée. Ouais, leur uniforme dans la journée. Ouais. D'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que si tu prends par exemple un cas limite comme Star Trek, c'est que l'habit qui est leur uniforme dans la journée est aussi un costume, parce que c'est dans le contexte précis. Oui, c'est ça. Et si on se place, et là c'est ça, en fait c'est la dimension, ça va, parce que là moi je faisais une définition habit, vêtements, costume dans la réalité où il n'y a pas d'effet il n'y a pas de spectateur, il n'y a pas de lecteur, il n'y a pas de Bien sûr. D'autres rôlistes à la table. Si on place cet effet de spectacle, s'il y a quelqu'un d'autre qui regarde et qui est extérieur à la scène, du coup, alors il y aura un double emploi. Ça sera donc un costume au niveau 0, et pour le personnage, ce sera un habit ou un vêtement, ou un costume encore plus. D'accord. Ça c'est vraiment un outil précieux, je trouve, pour bien décrire les univers. Parce que finalement, est-ce que dans le jeu de rôle, c'est pas quelque chose qu'on oublie un petit peu, ça, en règle générale, les habits, les costumes je sais pas, dans votre expérience, dans ce sens, par exemple, est-ce que c'est bien décrit? Alors moi donc c'est ça, moi je l'ai trouvé dans le kit d'initiation. Tu dis que les vêtements sont ceux globalement des années 40, enfin ressemblent à ceux des années 40. Et j'avais beaucoup aimé parce que du coup il y a cet effet à la fois c'est après la guerre, donc on manque de tissu. Dans les années 40, c'est 39-40, c'est ça, c'est la guerre, donc on manque de tissu, et les robes ont tendance à se raccourcir d'ailleurs, au moins pour les enfants. Et en plus, il y a cet effet de résistance. Bah oui, voilà. C'est surtout pour ça que j'avais choisi. Mais du coup, il y a les deux. Et donc il y a juste cette phrase-là, mais moi, ça m'a marqué. Et surtout que j'avais joué avant de lire le kit d'initiation. Et par contre, toi, tu l'as jamais décrit en tout cas. Non, moi, les vêtements, c'est quelque chose que je décris pas trop. D'accord, ok. Ce que je trouve intéressant, c'est qu'en fait, si on y réfléchit bien, je trouve, en tout cas, vu des distinctions, que si on réfléchit au jeu de rôle en règle générale, ce qu'on décrit beaucoup, ce sont des costumes. Ouais, c'est ça. Parce que en fait, parce qu'ils sont porteurs de valeur. Absolument, ils sont porteurs de valeur, donc ils sont importants. Les vêtements, on juge un petit peu, on juge que c'est aux joueurs de se les imaginer un petit peu comme ils l'imaginent en fonction de la couleur esthétique de l'univers, alors que les costumes, on y est très très attentif. Il me semble quand même que dans le jeu de rôle, et c'est pour ça d'ailleurs que le podcast s'appelle Le Costume, c'est parce qu'il me semble quand même que c'est la notion fondamentale dans le jeu de rôle. Et d'ailleurs, regarde, même si tu prends quelque chose comme Battlestar Galactica ou ce dont on parlait tout à l'heure, des trucs comme Star Trek, en fait, tous ces gens portent un costume. C'est-à-dire qu'ils sont en uniforme. Donc ils sont liés à une coutume qui est celle de... Ou alors s'ils sont pas des militaires, leurs vêtements sont là pour rappeler au spectateur qui est ce personnage. Qui est ce personnage, ouais.
Alors du coup, est-ce qu'il y aurait pas cet effet de quand on joue à une table, les joueurs, les personnages des joueurs ont tous une distinction par rapport à tous les PNJ. Du coup, est-ce que leur costume serait la distinction, enfin la marque physique et visuelle de cette Tu distinction-là? veux dire les personnages? Oui, les par personnages exemple, les des bugs, c'est leur armure joueurs en fait. Ouais. Alors, est-ce que leur armure est plus... Moi, je pense que leur armure, c'est plus un vêtement, en fait. La vraie costume des bugs, c'est l'uniforme militaire de la base du pôle Sud, à mon avis. Tu vois ce que je veux dire? Alors que l'armure, c'est plus un vêtement, c'est plus quelque chose qu'ils utilisent dans un certain contexte. Quoique non, parce qu'il a une charge symbolique. Non, t'as raison. Ouais, excuse-moi. Non, t'as raison, Natacha. Ouais, non, c'est vrai. C'est vrai, c'est juste. Et d'ailleurs, il y a des descriptions à la base. On voit les bugs qui se défilent au pôle Sud, arborant leur armure comme l'objet de l'espoir qu'ils représentent, en fait, tout simplement. Leur caste. Oui, un petit peu. Ouais. D'ailleurs, en fait, en tant que MJ, moi, je me rends compte qu'au final, la description de vêtements, habits, costumes ne passe que de façon utilitaire. C'est-à-dire que je vais jamais décrire les vêtements d'une foule ou de quelqu'un si ce quelqu'un n'a pas une importance dans l'histoire. Et du coup, si je décris un clochard, ça va être avec ses habits de clochard. Donc ça va être ses habits de tous les jours, mais qui au final sont un costume parce que ils ont une charge symbolique et ils sont là pour accentuer ce personnage-là est un clochard ou ce personnage-là c'est un riche commercial dans une start-up et donc du coup il a son costard, il a sa petite montre qui brille. Là tu montres comment l'habit devient un costume au sens où l'habit de tous les jours va finalement devenir la trace de l'incarnation d'un type de personnage, et donc ça devient un costume. Et moi maintenant, c'est marrant parce que en symétrie, je pensais à l'exemple du vêtement qui devient un costume, c'est-à-dire au sens où, par exemple, tu prends la blouse blanche de Solipsis dans Sens, pour parler encore des trucs que je connais le mieux, c'est un vêtement à la base qui a une utilité. Alors, ça rentre aussi dans habit, ça en fait. C'est l'habit du scientifique. Non, c'est le vêtement justement, puisque c'est une pièce de tissu qui a une utilité, une fonction. Oui, mais quelqu'un qui arrive dans la pièce et ne connaît pas Solipsis et ne sait pas son métier, en voyant la blouse, devine que c'est un scientifique. Voilà. Et si c'était une blouse de chirurgien ou de médecin, elle bosse dans les hôpitaux. C'est la blouse de Maria Gridway. Mais l'habit, je croyais que c'était des choses du quotidien. Alors c'est des trucs du quotidien, mais comme elle le disait, c'est aussi le pyjama. C'est l'habitus en fait, c'est l'habitude. Le pyjama, c'est ce que met quelqu'un quand il dort. Mais du coup, la blouse, on sait tous que c'est aussi ce que met le scientifique quand il... on sait tous, non. On sait tous que le chimiste, c'est ce qu'il met quand il va bidouiller des trucs dangereux. Parce que le scientifique, avant de mettre une blouse, quand il bosse devant des PC... Ouais, voilà, c'est ça. C'est clair. on va désécorner un petit peu, voilà. Mais ouais, voilà, donc... Et puis, mais l'habit aussi, finalement, c'est la trace c'est un costume quotidien. C'est-à-dire, c'est la trace d'habitude au quotidien. C'est ça. Ouais. Et en fait, j'aimerais dire, alors je sais pas, peut-être vous allez me corriger, que le vêtement cesse d'être un vêtement dès qu'on le décrit. Parce qu'en fait, si on parle d'un vêtement, on va dire, voilà, il enfile ses vêtements. Si je décris ces vêtements, que je vais dire, par exemple, c'est une blouse blanche, tout d'un coup, c'est plus un vêtement, c'est un habit. Ah, c'est clair. Ouais, ça, je plus sois pas quelque chose comme ça. Ouais, je plus sois. Il y a quelque chose comme ça, ouais, c'est vrai, ouais. Ou alors, si on met ses vêtements quelconques, ou ses vêtements de la journée, ou ses vêtements habituels, là, ça reste des vêtements. Mais dès qu'on va donner des détails, on va forcément y donner une valeur. Dès qu'on va préciser qu'il porte, parce que quand tu croises quelqu'un, tu précises pas à chaque fois qu'il porte des vêtements, et si tu précises qu'il en porte pas, c'est justement une marque déjà de ça. Le fait d'aller nu est déjà une forme de costume en fait, ou en tout cas d'habit. Mais oui, non mais c'est clair que si le mec est à poil. Oui, non mais donc les naturistes sont costumés quelque part. Non mais c'est vrai en fait. Non mais allô, t'es un naturiste et t'es quand même costumé. Non mais allô quoi. Non, pas sur mon podcast, les mêmes internet. Trop tard, tiens, en fait, je viens de perdre au jeu. Ah, j'ai perdu au jeu aussi. Ouais, exact. Donc, Natacha, revenons un petit peu sur ton mémoire, parce que Adrien et moi sont en train de digresser comme des gros porcs. Qu'est-ce que tu as travaillé sur le costume ? Quel genre de problématique on travaille lorsqu'on est en études de lettres Alors, en fait, moi, de toute façon, mon mémoire était à la base sur la littérature jeunesse et le costume était simplement un angle pour aborder la littérature jeunesse. D'accord. Donc, du coup, c'était sur le roman historique. Donc, on peut partir sur le roman historique si vous voulez. Ah, si, à fond. Il y a des tas d'auditeurs qui s'intéressent énormément à l'histoire. Je le sais parce que le jeu de rôle historique, ça cartonne. Enfin, donc, vas-y. Et donc, je suis partie sur la problématique, en fait, que c'est un élément de la couleur locale, le costume historique. Donc, avec cet effet de costume, justement. D'abord, cet effet d'habit.
D'accord. qui marque une condition sociale, une époque. D'accord. Ouais. Et en plus, et puis un vêtement du point de vue du personnage. D'accord. Et c'est aussi, du coup, pour les romans historiques en particulier, ça va être un problème parce qu'il va falloir équilibrer les descriptions, ne pas faire des descriptions trop longues à la petite épingle près sur le costume, ou en tout cas, il faut que ce soit bien fait pour que ça passe tout seul. Ça, c'est très, très, très difficile. Et en même temps, c'est aussi un élément de costume. Et alors, jusqu'à quel point c'est un élément de costume? Est-ce que le roman historique, il faut que ce soit des personnages qui ont des pensées qui soient contemporaines, mais avec des habits et dans un décor historique? Ou est-ce qu'il faut vraiment que ce soit à fond historique et du coup ça ne parle pas forcément au lecteur? Parce qu'ils ont des problématiques différentes des nôtres. Jusqu'où finalement le réalisme historique nous empêche, en tant qu'auditeur, en tant que spectateur, de rentrer dans la fiction qu'on nous raconte. Voilà, c'est ça. Et il y a un truc que t'es passé dessus très très rapidement Ouais, dans mais ce que t'as raconté, mais faut me dire à chaque fois parce que je sais la pas. distinction entre le personnage et l'acteur qui le joue. Pour le personnage, pour l'acteur, le vêtement qu'il porte est un costume. Pour le personnage, le vêtement qu'il porte est un habit. Un vêtement. Un vêtement ou un vêtement. habit selon. Un habit ou un vêtement. Ça, c'est intéressant, c'est-à-dire que selon le niveau. Ouais, c'est ça. Dans le- J'allais ça, c'est faire génial. la remarque. Ouais. J'ai l'impression que Adrien. pour moi, ce que j'ai sur moi, c'est des vêtements. Pour toi, Romaric, qui est en face de moi, ça va être des habits. Ouais. Et s'il y a un spectateur qui nous regarde comme si on était sur scène, ça serait du coup un costume. Un costume. C'est ça. Ouais. C'est ça. Alors avec cette distinction près que ça Natacha. peut être aussi un habit pour toi, parce que moi par exemple quand Bien sûr. je vais à une soirée, je suis pas mes habits ont aussi une fonction, mes vêtements ont aussi une fonction d'habit. Ce sera pas uniquement me protéger du froid comme quand je porte une combinaison de ski pour faire du ski, d'accord. quoi. Ouais, c'est intéressant, ça, le fait que le costume, l'habit, le vêtement soit finalement Dépendant du point de dépendant vue du point de vue de qui regarde. Ouais, c'est ça. C'est ça. Ça, c'est super bien. Et l'idéal, c'est comment dire, si c'est bien fait, le spectateur qui regarde une pièce de théâtre ne doit plus voir les costumes. Il doit voir les personnages et les vêtements. L'habit, ouais. Et l'habit, ouais. J'ai du mal avec la distinction entre vêtements et habits, les amis. Alors moi aussi, c'est un peu, Alors- c'est aussi pour ça que j'ai cherché les définitions tout à l'heure pour refaire la distinction précise. Ouais. Entre le vêtement a une fonction utilitaire. J'ai peur de me répéter, c'est pareil, explique Non, pas. non, non, vas-y, Moi, moi j'ai besoin que Alors, tu te répètes. Moi, j'ai l'impression que le vêtement n'a aucune valeur. C'est juste une description, c'est un vêtement. Ouais. Et que l'habit a une charge, déjà une charge a une aussi. charge qui est associée. Par exemple, mon blue jean t-shirt, c'est mon habit de tous les jours. C'est Donc en fait, en gradation symbolique, on aurait le vêtement, qui est finalement assez qui neutre. est nébuleux, voilà. Voilà. L'habit qui serait commence à déjà avoir un signe d'une habitude D'une au appartenance quotidien, sociale, d'une appartenance sociale, d'un- etc. Ouais. C'est ça. D'une action. Et en enfin, cours. le costume qui devient vraiment là ultra spécialisé, à une utilisation bien Ou précise. Ouais, le costume qui devient un peu l'exagération presque, hein, ou je sais pas comment. La face. On essaye vraiment de mettre en avant Voilà, l'aspect il y utilitaire. a, de quelque il y a un chose. truc ostentatoire Ouais, dans c'est ça, le il y a un costume. aspect ostentatoire. On met en valeur une de nos propriétés physiques, notre richesse ou Et notre parfois, niveau il peut, social. il peut, le per- il peut Natacha. perdre l'aspect utilitaire du vêtement dans le sens où l'acteur peut avoir froid ou trop chaud sur la scène, et donc son vêtement ne sert plus à le protéger de l'extérieur, il sert simplement à avoir une symbolique pour les spectateurs. Alors, quand tu as travaillé sur cette notion, qu'est-ce qui t'a intéressé, qu'est-ce qui t'a interpellé, qu'est-ce que tu as appris de fondamental et qui a peut-être changé ta vision Alors moi, du ce qui m'a théâtre, frappé quand j'ai commencé, alors c'est pas du théâtre, hein, c'est du roman historique. du roman sur historique, lequel pardon, j'ai travaillé. excuse-moi. Ce qui m'a frappé, donc c'est vraiment cet aspect. Est-ce que le personnage qui est dans l'habit ou le vêtement appartient à son siècle ou appartient au nôtre? Est-ce qu'il pense façon XVIIe siècle, parce que c'était dans le XVIIe siècle, C'est bon, ça. ou est-ce qu'il pense comme nous? Et pour les romans historiques pour la jeunesse, c'est encore plus intéressant parce que s'il ne pense pas comme les adolescents qui lisent les romans, il a une chance que le roman reste hermétique à l'adolescent et que l'adolescent ne se sente pas. Le lecteur adolescent a besoin, ou le jeune lecteur a besoin d'avoir une empathie avec le personnage. D'accord. Et même moi aussi d'ailleurs, j'admets que j'ai besoin d'avoir une empathie avec un personnage pour D'accord. apprécier un roman. Et donc, du coup, c'est le gap qui existe entre des manières de penser à un moment A de l'histoire et un moment B de l'histoire
qui t'intéresse le plus, quoi. C'est comment. Alors, c'est une des problématiques principales, et après, tu veux faire un ça en découle plein d'autres choses. Ça, c'est génial. Est-ce que, par exemple, une bonne question qu'on peut se poser, c'est est-ce que lorsqu'on joue au jeu de pirate Pavillon Noir, par exemple, qui se veut, par certains égards, hein, pas à tous les niveaux, mais qui se veut très réaliste du point de vue de la façon dont vivaient les pirates à une époque donnée, est-ce que finalement on peut faire l'expérience vraiment de vivre à travers le jeu de rôle, à travers de vivre une histoire qui n'est pas la nôtre. On importe malgré tout nos valeurs, notre esprit. C'est ça, c'est ça. J'avais été très frappée par un auteur pour la jeunesse. Je m'éloigne un petit peu du costume, mais j'avais été très frappée par un auteur pour la jeunesse qui s'était dit, moi, quand j'écris dans le XVIIe siècle, la première chose que je me dis, c'est que Dieu est présent partout. Ils sont très croyants tous. Et du coup, il faut avoir cette idée-là à l'esprit, c'est qu'il y a plein de fêtes religieuses. Il y a plein de, l'année est rythmée par Dieu et par les fêtes religieuses et par la religion. Et ça, c'est un truc qu'on n'a pas maintenant, ou beaucoup moins. Et pour un rôliste athée, par exemple, ça sera peut-être plus difficile ou un lecteur athée, ça sera peut-être plus difficile voilà. Pour un lecteur ou un rôliste athée, ça sera peut-être plus difficile de rentrer dans l'histoire. Ou de se mettre pas de rentrer dans l'histoire, mais en tout cas de se mettre dans la mentalité du siècle. Il y a un truc qui est clair, c'est que quand on écoute la façon dont tu parles du costume, c'est que le sens commun dirait que le costume, c'est quelque chose qui ne t'appartient pas vraiment. Au sens où c'est la personne sous le costume n'est pas le costume, justement. Il est déguisé. Tu vois ce que je veux dire ? Il y a l'aspect déguisement. Alors que, en fait, la façon dont toi tu définis le costume jusqu'à présent, c'est au contraire. Le costume a une charge symbolique énorme. Mais jusqu'où est-ce qu'en fait, endosser le costume est suffisant pour devenir le costume ? Tu vois ce que je veux dire, le lien entre les deux ? Je pense que là, il y a deux niveaux. C'est le niveau quand dans un roman, dans une pièce de théâtre, etc., le costume va avec le personnage parce qu'il est le personnage, parce que ce sont des personnages fictifs. C'est hyper dur de parler de tout ça. Mais moi, aujourd'hui, prenez votre temps. Mais moi, aujourd'hui, si je me mets un costume j'en sais rien, que je me déguise en samouraï japonais. Voilà, c'est ça. Pour moi, ça restera un costume parce que je ne suis pas un samouraï japonais. Ouais, d'accord. Donc, il faut bien distinguer ça. Pour moi, il y a une distinction du costume qui sert pour expliquer à quelqu'un quelle est la charge du personnage, et le costume qui est utilisé pour faire semblant. D'accord, ok. Alors, je peux en mettre un autre. Du coup, quand tu fais semblant, ça se rapproche du déguisement à ce moment-là. C'est ça. Qu'il y a encore, bien sûr, c'est ça. C'est-à-dire que le costume. J'ai défini habits, vêtements, costumes, mais il y a encore plein d'autres choses. Il y a l'habillement, il y a le déguisement, il y a. Je suis tombée sur vêture aussi. Donc là, c'est un emploi ancien qui existe plus de nos jours ou qui doit être très peu employé, mais. Ça veut dire quoi, vêture ? C'est un synonyme de habit, je crois. D'accord. Ou en tout cas, c'est un synonyme de ces trois-là, et je crois que ça se rapproche plus de habit, ouais. D'accord, ok. C'est le fait de s'habiller. Ouais. Et donc, tu avais un troisième point à aborder. Bah oui, c'est le costume que tu portes pour une cérémonie. Où là, tu n'es ni déguisé. Ok, alors t'entends genre le costard. Exactement, le costard. Okay, alors pour moi, le costard, même si on l'appelle costume, le costard, pour moi n'est pas un costume dans la définition qu'on vient de donner, parce qu'en fait, quand tu le mets, c'est en tant qu'habit qui correspond à la cérémonie où tu vas. Ah. Ouais, pour moi le costard est plus un habit aussi, ouais. Ah, après, si tu vois débarquer tout un groupe d'hommes en costard, avec des mallettes à la main, pas des Stetson, des Borsalino sur la tête, tu peux te demander est-ce que c'est pas des costumes de mafieux, par exemple, ouais. ou d'espions. Mais le costume, on est d'accord, on l'a défini en partance de l'étymologie comme étant lié à des coutumes. Or, les endroits où les gens utilisent massivement des costumes, d'ailleurs, il y a des gens qui n'utilisent jamais de costume au sens de costard en dehors de ces événements, c'est les mariages. Le mariage, c'est une coutume. C'est pas un truc de la vie quotidienne, le mariage. Oui, effectivement. Ouais. L'enterrement, par exemple, c'est une coutume. C'est pas un truc de la vie quotidienne. Donc le costume, le costard, reste quand même lié à des événements
bien particuliers qui sont de l'ordre de la coutume. Ouais. Parce que si tu parles du costume que tu mets pour Ouais, aller c'est au vrai, travail, ouais. là je suis d'accord avec toi. Mais tu vois, le costume du gars qui va Effectivement, faire. c'est la différence là- entre le queue ouais. de pie et. Voilà, c'est et le ça. Tu vois ce que je veux dire? ouais. Moi, c'est le costume dont je te parle là, le troisième niveau que je voulais dégager entre costume, le gars qui se déguise, donc A met le costume de B et A n'est pas B. Ça, c'est le premier. C'est le déguisement, en fait, ce qu'on appelle le déguisement. Ensuite, tu as le costume de je porte ce costume pour devenir B. Je porte le costume de B alors que je suis A, mais pour devenir B. C'est le costume de l'acteur qui cherche à. Par Et son du costume. géaniste, parce que je pense que les Absolument. géanistes qui vont nous écouter vont détester qu'on leur dise que leurs costumes sont des déguisements. Mais Ah oui, bien ça. ou les escrimeurs d'ailleurs aussi, parce que Ouais. les escrimeurs artistiques. Et troisième niveau, et on va revenir sur le géaniste. Troisième niveau, c'est le niveau dont je te parle là, qui est je mets le Véritable costume, respect de coutume. voilà, D'accord. par coutume. Je pense. Alors, C'est Effectivement, pas géaniste, évident. Moi, il m'a fallu un an. effectivement, ouais, ça me Donc, semble correct comme troisième point. alors le géaniste, donc lui, alors il y a plusieurs manières d'endosser le costume. Le costume dans les GN, Natacha, qu'est-ce que tu peux, ou les murders d'ailleurs. ouais, alors moi, j'ai eu très petite expérience des GN de très loin parce que j'en ai fait un seul, mais en colonie de vacances. Donc D'accord. et alors moi, j'ai du coup en colonie de vacances, ça veut dire qu'il faut en confectionner environ 70. Oui, mais par contre, tu fréquentes de nombreux géanistes. Et Par l'escrime. Bon, juste pour Ouais. anecdote, pour les auditeurs qui nous écoutent, sachez que Adrien et Natacha font partie du groupe des amis qui ont enregistré avec Adrien et moi en fait le podcast sur Murder, GN, Ouais, Murder, je crois. la juste. Murder, c'est ça. La Murder. Et puis Donc, après, Claire, nous Caillot, avons- qu'on salue au passage, qui doivent nous écouter. J'espère. je pense, Derrière hein. les vos casques. Mais voilà, donc c'est le même groupe d'amis, donc évidemment vous avez quand même des expériences communes. ouais. Donc tu as quand même tu as quand même discuté avec des GNistes et tout, faut pas non plus. Ouais, non, mais voilà. voilà, absolument. Alors, je sais que c'est des choses sur lesquelles les géanistes passent énormément de temps. Et alors, j'ai l'impression énormément d'argent, enfin de mon point de vue. Ou alors, s'ils ne passent pas de l'argent. De la passion, du cœur. Ouais, oui, mais c'est une c'est passion ça, à mais fond, bien quoi. sûr. Mais du coup, ils font en sorte justement prennent du temps. oui, c'est du temps, c'est sûr. Ouais. Et donc, ils font en sorte justement de trouver des petits trucs qui vont, des petits accessoires ou des petits trucs qui vont changer tout l'ensemble. En fait, ils changent un déguisement avec le souci du détail en costume. Je pense que C'est ça. à quoi ils essayent Ouais, de faire c'est attention. ça, Ouais, exactement. C'est que c'est pas juste Ouais. Ouais, bien vu. je me mets une veste, une chemise à jabot et hop là je suis dans le 17e. Ça va être le détail, ça va être qu'est-ce que c'est ma bourse, comment je suis chaussé. Ça c'est pour le GNiste, celui qui fait des murders Voilà. lorsqu'il n'est pas En GNiste, murder, un petit peu moins. voilà, un Voilà. petit peu moins Ouais. effectivement. Ouais. Ouais. Il y a moins le souci parce que bon, ça reste quand même. C'est juste pour une soirée. Moi, c'est- j'aime bien y passer du temps quand même parce que j'aime bien ça, mais. Oui, bien sûr. mais, Après, t'as le curseur, c'est toujours pareil. Ouais. C'est Bien l'endroit sûr. où tu mets le curseur. Mais je pense que globalement, c'est le GNiste qui va avoir le plus envie. Ah oui, bien sûr. Et c'est pour ça que, par D'immersion. exemple, il y a un GN est organisé tous les ans. C'est parce que comme ça, ils ont un an quasiment un an pour préparer leur costume en vue du GN de l'année suivante. En Ouais, fait. bien sûr. Et du coup, bah, c'est ça qui va faire qu'ils vont améliorer aussi d'un an sur l'autre leur costume. Si jamais ils gardent le même personnage, par exemple, ou un personnage qui peut avoir un costume assez proche de celui qu'ils ont fait la fois précédente, et améliorer leurs armes, parce que ça peut faire partie du costume. Mais enfin, moi, je l'ai pris en compte dans mon mémoire, en tout cas. Il y a un truc qui revient, enfin, je trouve un petit peu dans cette conversation qui est un peu sous-entendu, c'est jusqu'où dans la vie de tous les jours on joue des rôles aussi, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Moi, le rôle de l'animateur de podcast, toi, le rôle de la littéraire qui C'est ça, connaît, c'est etc. ça. Et jusqu'où, enfin, tu vois, c'est ça la définition, le vêtement Ouais, devient le costume, etc. C'est assez. Ouais, moi, j'ai beaucoup. Ça, c'est intéressant. En arrière-plan, j'en ai pas parlé dans mon mémoire, mais en arrière-plan, j'y ai pas mal réfléchi aussi, c'est vrai. Enfin, ça a pas mal cogité. Parce que quand, au-delà de en importer écrivant, ouais. son esprit dans des personnages historiques à travers des costumes, etc., etc., on importe aussi, entre guillemets, son esprit dans les autres et au quotidien. C'est-à-dire Ouais, que ouais. de la même manière que je ne peux pas savoir comment pensait machin truc, le super religieux au siècle avant les Lumières, je ne peux pas non plus savoir comment pense Natacha Forel dans son présent à elle, parce Ouais. que je n'ai pas son histoire. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Il y a ce côté, donc ça doit être vachement intéressant aussi quand tu étudies
ce truc-là. Bon, ouais, parenthèse, hein, on va pas faire des dissertes de philo, nos éditeurs vont nous lâcher. Mais en tout cas, voilà, je trouve ça intéressant et ça fait partie des thématiques, à mon avis, super intéressantes sur le costume. Le costume du présent, en fait. Jusqu'où est-ce qu'on Et est alors, déguisé. enfin, moi, j'ai pour une petite transition du Natacha. coup, parce que c'est justement dans les représentations contemporaines, il y a aussi le problème, c'est qui est-ce qui va s'intéresser au costume? Ah oui. Est-ce que c'est alors il y a déjà une distinction intéressant. entre hommes et femmes en fait qui est faite, en tout cas dans les romans pour la jeunesse. Il y a des romans qui sont explicitement, rien que par leur maquette et leur couverture, destinés aux filles, et ça se ressent. Enfin, moi j'ai étudié un bouquin dans mon mémoire qui s'appelait Des robes pour Versailles. Et Des robes pour Versailles, quand je dis ce titre, on sait que c'est pas des petits garçons qui vont l'acheter en priorité. D'accord. Ouais. Et l'éditeur le présente pas de cette façon. Et voilà. Et pareil, il y a toute la série des colombes pour le roi Soleil qui sont soit en rose, soit en orange, un peu voilà, où on joue vachement là-dessus et elles ont toutes des robes différentes. Et Mais alors, je pense que si alors, on avait enregistré un podcast avec Fabien Invine sur le sexisme en règle générale. On avait parlé dans le jeu de rôle parce que c'était un podcast sur le jeu de rôle, mais lui c'était son thème de mémoire aussi, donc il était tout qualifié pour parler de ça. Ouais. Et il parlait de la distinction que faisaient les gens en règle générale entre le sexe et le genre. Le genre, c'est un costume. En fait, moi, je suis de sexe masculin et de genre masculin si je joue l'homme au sens où la société entend qu'un homme doit être. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais. C'est-à-dire que le genre, c'est un peu le costume. Mais par exemple, si je pourrais être une femme et avoir un genre masculin. Au sens où je pourrais avoir un sexe, je pourrais avoir un vagin et faire le camion. Et ça me permet. Désolé, ça me permettra. c'est vraiment archétypal. Ça me permettra. Ça me permettra. Non, mais Ça me permettra de rebondir sur une autre problématique du costume tout à l'heure qu'on verra, c'est le travestissement. D'accord, ok, on va parler après. Mais tu vois, la distinction entre le genre et le sexe qui est faite par certains théoriciens. Alors, Fabien ne la soutient pas. Il ne soutient pas la distinction entre genre et sexe parce qu'il pense que le sexe même, au sens même biologique du terme, c'est déjà un construit social, donc etc. Enfin bref, on va pas rentrer là-dessus. Mais le genre est un costume en fait. C'est-à-dire qu'on choisit d'être de genre masculin ou féminin parce que la société a un code pour chaque genre, un code vestimentaire. C'est-à-dire si je me mets à porter des robes, moi Romaric, tu suis vachement élégant. Je suis de sexe masculin, mais je pourrais prendre le genre ainsi féminin. Tu vois ce que je veux dire ? Voilà, c'est ça le point. Donc du coup, où est-ce que je voulais en venir ? Oui, sur cette idée que les gens eux-mêmes sont des costumes. Ouais. Donc si du coup dans les livres pour enfants, tu te retrouves avec des livres qui sont finalement genrés, c'est parce que justement et en plus quand c'est des romans historiques, jusqu'au milieu du 19e ou jusqu'au début milieu du 19e, quand c'est des romans historiques qui parlent de cette période-là, c'est complètement faux de dire que le costume est uniquement une problématique féminine. Au contraire, parce qu'aujourd'hui, de nos jours, hein, à l'heure actuelle, tu trouves que seul le genre féminin, du coup, je me mouille pas trop, seul le genre féminin s'intéresse au costume. On a l'impression que c'est un peu l'idée générale, en tout cas, dans l'éducation, que je peux véhiculer moi-même sans en avoir vraiment conscience. En tout cas, même simplement, enfin moi. L'impression que j'en ai, c'est que par exemple, simplement, le costume masculin est beaucoup plus sobre que le costume, les habits. Costume de soirée, on va dire. Bah oui, mais même, je veux dire, moi je peux porter une tunique, une robe, une jupe, un short, un pantalon, un pantacourt. Un shorty. Un shorty, voilà, je peux avoir un maillot de bain une pièce, un maillot de bain deux pièces, un bikini, tout ça. C'est vrai qu'il y a plus et vous allez avoir un plus short. de possibilités combinatoires. Oui, c'est ça. Ouais, on peut ça. avoir un short, un t-shirt, un Marcel à la limite, mais bon. Ah si, là, la Bruce Willis. Voilà, et du coup, pour la fête. Et du coup, ça, même au niveau des couleurs, alors maintenant le rose commence à apparaître dans les vêtements masculins. Ouais. Pardon, je suis désolée, je balbutie beaucoup. Et le bleu turquoise. Voilà, mais on a quand même plus de couleurs. J'ai l'impression que les magasins féminins offrent plus de couleurs que. Ah, ça c'est visible de l'extérieur, hein, sur la devanture. Puis, un autre point juste pour comparer ça, c'est juste de comparer le nombre de magazines de mode destinés aux femmes
et le nombre de magazines de mode destinés aux hommes. Voilà, donc c'est pas forcément des valeurs que je soutiens. Non, Moi, mais après, j'adore faire du force est shopping. de et tout. c'est juste constater une que Mais, dans la ça. société, voilà, Mais- on dit pas que c'est bien ou que c'est mal ou que voilà, on ne porte pas de jugement de valeur. On fait le constat qu'effectivement, il semblerait que le genre féminin soit plus attiré, ou enfin pas plus attiré, non, ça c'est une connerie ce que je viens Plus de dire. ciblé, Soit plus ciblé, voilà, c'est ça. On On cherche plus à leur Voilà. proposer certaines choses. Alors que ça c'est apparu vraiment à partir du 19e siècle où l'histoire du costume au 19e siècle, du costume masculin, c'est l'histoire de comment le costume masculin est devenu sobre en fait. On a perdu petit à petit les couleurs, c'est devenu plus noir et gris ou blanc, et on a perdu aussi les coupes différentes possibles pour voilà. Je voulais te poser une petite question entre parenthèses quand vous discutiez, ça m'est venu. Est-ce que le maquillage c'est considéré comme un costume? Alors, moi, il n'est pas apparu beaucoup dans les livres que j'ai étudiés, mais quand il apparaissait, je l'ai pris en compte, parce que ça avait de l'importance. De la même manière que j'ai pris en compte les armes, les chapeaux, les chaussures. Mais après... Parce que je sais que, par exemple, de nos jours... Enfin, je sais. Non, j'en sais rien du tout. Je crois savoir que de nos jours, les femmes sont finalement un peu les seules à se maquiller. Le genre féminin, c'est de se dire... Enfin, la société attend cela de ces femmes, mais par exemple, pas dans alors qu'à la cour du roi Louis XIV, ah oui, Louis et par contre, XV, les hommes étaient poudrés, maquillés, etc., tout etc., à fait. et les femmes également. Donc il n'y avait pas de distinction. C'est vachement compliqué. En fait, le maquillage, je suis pas si... Enfin, il doit y avoir quelques hommes qui doivent en utiliser, je pense. Parce que ou même ne serait-ce que des crèmes de jour ou des trucs dans ce genre-là. Alors c'est peut-être léger, c'est quand même très rare effectivement, mais... les cosmétiques ça reste plus facilement. Par contre, par exemple, en théâtre, en GN, en murder, là ça devient une problématique différente. Au cinéma, voilà. Au cinéma. Alors au cinéma complètement, parce qu'en plus il faut être là, il y a une version, il y a un aspect utilitaire du maquillage pour hommes, où il faut simplement déjà que ça apparaisse pas trop pâle ou trop brillant sous les caméras, quoi. Un petit truc qu'on peut comparer aussi au maquillage, c'est le fait de s'épiler. Il y a des hommes qui s'épilent. Adrien. Adrien, je pense que ça, non, pas du tout. Pas du tout. Des hommes qui s'épilent, et là je dis Adrien, par exemple. Mais l'épilation fait aussi partie d'un costume, je pense, au même titre. Absolument. Que le oui, parce qu'en plus il y a des femmes qui choisissent de pas s'épiler. Exactement. Pour faire plus hippie. Pas forcément. Non, mais ou simplement parce qu'elles considèrent qu'on n'a pas à faire ça. Voilà. Non, mais ça, après, je pense que le costume, il porte. Alors là, on voit que le costume, évidemment, il porte des genres. C'est-à-dire le costume, il est. Enfin, évidemment. Je dis évidemment, c'est pas évident. On peut très bien arriver à un moment donné dans une société où justement, pour effacer la distinction des genres afin d'avoir plus d'égalité entre les sexes, on choisit de faire en sorte que les hommes et les femmes portent des vêtements similaires, puissent porter des vêtements similaires, etc. C'est un petit peu ce qui se passe aujourd'hui, en fait. Je pense que la distinction vestimentaire entre les hommes et les femmes est beaucoup moins marquée de nos jours qu'elle ne le fut au début du siècle, par exemple. Ouais. Oui, bien sûr. Voir une femme en pantalon au début du siècle, je crois savoir que c'était révoltant. Rien qu'une femme sans corset, c'était déjà... En revanche, j'ai l'impression que c'est plutôt je vais dire une masculinisation de ce que portent les femmes, plutôt que l'inverse. Je suis pas sûr qu'on voit souvent des mecs mettre des débardeurs. Oui, c'est ça, c'est une masculinité. En train de réfléchir. J'ai l'impression que c'est plus les femmes qui s'approprient. Alors, moi j'ai déjà croisé des hommes en jupe, mais après c'était des jupes qui faisaient un peu jupe médiévale de combat. Il doit y avoir un sens lié à la position un peu dominante de l'homme dans la société jusqu'à présent. Et du coup, c'est une manière peut-être je sais pas, c'est. Après, c'est pas lié au travail plutôt. C'est pas lié au travail le fait. Alors en fait, ce qui s'est passé la jupe, c'est pas pratique pour bosser. Au début du XXe siècle. Je sais pas. Au début du XXe siècle, ce qui s'est passé, c'est qu'effectivement, il y a eu la Première Guerre mondiale, où les femmes ont été obligées de prendre en charge les travaux des hommes. Donc ça veut pas dire qu'elles se sont mises en pantalon. Ça veut déjà dire elles ont gagné un peu d'autonomie et de liberté un tout petit peu à la fin de la Première Guerre mondiale, qui s'est marquée par le raccourcissement des jupes. On commençait à voir les chevilles. Ensuite, il y a eu... alors j'espère que je vais pas dire de grosses bêtises plus grosses que moi. Je crois que Coco Chanel arrive un peu plus tard et libère les femmes du corset. Les femmes de la haute société, parce que les femmes plus de société, de groupes sociaux moins élevés ne portaient pas de corset, ne pouvaient pas porter de corset. Voilà.
il y a eu la Seconde Guerre mondiale où là encore les femmes ont dû prendre des métiers d'hommes et voilà. Donc tu vois, les jupes se raccourcissent encore et là c'est pour une histoire de tissu, c'est ce que je disais tout à l'heure avec les personnages les costumes de sens, c'est que c'est la guerre, on n'a pas beaucoup de tissu, faut l'économiser, donc on raccourcit. Mais tu vois, c'est vachement compliqué de parler de tout ça parce que même là, toi, tu viens de faire une erreur. Par exemple, tu viens de parler des métiers d'hommes. Il y a pas de métier d'homme. Oui, ouais, bon, enfin, mais moi j'ai dit. On parle pas de sexisme, donc on va faire des raccourcis de langage. Voilà, c'est ça, on fait des raccourcis de langage. Mais parce que non, mais c'est ces raccourcis de langage qui comptent, en fait. Ouais, mais moi je le dis, hein, que je fais des raccourcis, et même pas seulement de langage, donc, c'est une erreur que je fais et je le sais. Ouais, moi aussi pareil. J'ai conscience que je fais pas assez attention, et etc. Mais bon, en même temps, on a été éduqués pendant des années dans on a ces mots dans la tête depuis des années. C'est chiant. Mais bon, on fait des efforts. Auditeurs de la cellule, soyez sympas. On fait des efforts. En plus, sur ce podcast, on essaye d'accueillir énormément de femmes, d'essayer d'avoir une parité le plus possible. Alors, c'est pas toujours possible parce que c'est déjà déséquilibré parce que le présentateur est un homme. Mais voilà, mais on essaye de faire en sorte de donner la parole, etc. Donc, faut pas nous, c'est pas nous. Voilà, et c'est une femme qui parle de costume. Ouais, c'est vrai, mais bon, c'est parce que c'est ton sujet de mémoire. Oui, non, ça pourrait être le sujet de mémoire de quelqu'un. Oui, non, mais oui, il y n'y a pas de problème, il y a pas de problème. Mais en tout cas, et puis en plus, les sujets que tu abordes dans le costume, c'est pas, est-ce que c'est joli, élégant, est-ce que c'est élégant, tu vois, alors, les canons et les clichés du genre féminin. J'ai une partie là-dessus consacrée là-dessus, mais qui aborde ça du point de vue du cliché. C'est quand je t'ai parlé des colombes du roi Soleil ou des robes pour Versailles, de une robe pour Versailles, je suis partie là-dessus. J'ai fait toute une partie avec un aspect marketing. Est-ce que le costume, dans le roman historique pour la jeunesse, sert à faire vendre les romans à un cœur de cible précis? D'accord. Et sert à viser précisément les filles? Et est-ce que dans les romans explicitement pour filles, les costumes ont une plus grande place? Est-ce que voilà. J'ai l'impression que la réponse est l'affirmative. Oui, ouais. Mais pas dans les mauvais romans. Pas dans les mauvais romans. Vas-y, crache les livres. Non, il y a des choses positives dans les Colombes du Roi Soleil, il y a des choses positives dans Une robe pour Versailles. Mais les meilleurs, en tout cas, des noms. J'ai formulé autrement. Les meilleurs romans sur lesquels j'ai travaillé s'éloignent de ce cliché-là. D'accord, ok. Ou alors voir le parodie. D'accord, ok. Alors, on peut parler peut-être du travestissement. Oui, donc justement, alors j'aimerais bien après qu'on revienne sur les géanistes. Très bien. Justement, pour le travestissement, j'ai c'est un roman qui va me permettre de faire la liaison avec ce que je disais juste avant. Marie Tempête de Alain Surget, que je vous recommande si vous avez envie de lire de la littérature pour la jeunesse. Moi, c'est mon préféré jusqu'à présent. Parodie à un moment donné cette passion des filles pour le chiffon. Et donc, en fait, Marie Tempête, c'est l'histoire de Mary Read, qui était une femme pirate au XVIIe siècle, enfin fin XVIIe siècle, début XVIIIe. Yes. Et donc, elle a dû se travestir d'abord pour être soldat dans l'armée des Flandres, et ensuite pour s'engager dans la marine, pour travailler sur un bateau, et ensuite pour être pirate, parce qu'elle s'est fait capturer. D'accord. Et donc, il y a une scène à un moment donné où elle se marie juste après avoir rencontré l'homme de sa vie dans l'armée des Flandres, et c'est où on dit que sa robe était comme une robe de princesse, rose, tout ça. Et par rapport au personnage qui est décrit, moi ça m'a vraiment paru être un énorme décalage, et du coup une parodie de cet aspect robe de princesse rose. D'accord. C'est vraiment, on sent qu'il y a un décalage, et qu'il y a un décalage voulu. Et en plus, vu ce qui va se passer après, alors j'ai pas envie de faire de spoil, mais vu ce qui va se passer après, ça annonce peut-être que justement, elle est pas faite pour ce costume de femme rose, princesse, paillettes. D'accord, ok. Donc en fait, il se sert de la caricature pour critiquer comment dire. La prison que représente en fait, enfin le cadre que représente, que justement Marie va faire exploser en fait. Ouais. L'auteur met son personnage dans un costume qui ne lui convient pas. Qui ne convient pas. Voilà. Et c'est juste le personnage qui du coup va sortir ce costume parce que non, c'est pas elle. Ouais, le costume et la fonction quoi. Ouais, c'est en plus Marie Read, Marie Tempête, il y a une autre problématique supplémentaire, c'est que c'est pas elle qui choisit de se travestir. Mais parce ça se passe quand elle est toute gamine, et ça je spoil rien parce que c'est vraiment au début du bouquin. C'est quand elle est toute gamine, et c'est sa mère qui l'a fait passer pour son petit frère en fait. Et
Et Lady du coup, la gamine, elle comprend même pas ce qui lui arrive. On lui coupe les cheveux, voilà. Et donc, elle va grandir, et elle va vivre son adolescence comme un garçon. Donc, il va y avoir des problèmes aussi quand elle va avoir ses règles, etc. Tu connais Lady Oscar, Natacha? Ouais, j'ai vu quelques épisodes, ouais. Cool. C'est vraiment bien. Enfin, moi, j'ai adoré ce petit manga qui passait quand on était jeune. Enfin, c'est pas un manga d'ailleurs, c'est une série animée tirée d'un manga de Ryuko Ikeda. Ouais. Tu connais pas, Adrien? Non, pas du tout, non. C'est une nana enfin, c'est un père qui essaye d'avoir un fils pour pouvoir transmettre son héritage, parce que c'est un des membres de la garde royale, je crois bien. Et donc, il n'arrive pas à avoir de garçon. Et donc, il décide de faire d'une de ses filles un garçon, en fait, et de l'éduquer tel quel. Et c'est une super histoire de ouf à travers la Révolution française. Bon, après, c'est les Japonais qui racontent la Révolution française. Donc, s'il y a la Tour Eiffel à un moment donné pendant la Révolution française, faut pas s'étonner. C'est normal. Oui, j'avais pas vu ça, ouais. Non, ça a été censuré en France, mais il paraît qu'il y a la Tour Eiffel. Hein. Enfin bref, t'as des conneries comme ça, quoi. Mais c'est globalement sur le sexisme, sur. Il y a plein de thématiques qui sont abordées assez graves pour un dessin animé, ce qui est assez exceptionnel. Et t'as aussi des super histoires d'amour, des super histoires croisées. Enfin, t'as de la super musique En des bref, années c'est 70. super, quoi. En bref, c'est génial. Moi, j'adore. Donc, Très donc, poétique, voilà. très philosophique. Donc non, mais c'est simple et sympa en fait. Non mais Donc j'ai l'impression quand même qu'il y a un truc qui revient souvent, c'est que le costume, malgré tout, c'est quelque chose qui n'est pas soi-même. On porte bien son vêtement, on porte souvent en décalage son costume. C'est parce que tu vois, dès qu'on parle, elle est habillée en princesse. Si je te dis, elle est habillée en princesse, on comprend que la personne est une princesse. Ou elle porte ses vêtements de princesse. On comprend que la personne qui est sous les vêtements, c'est une princesse. Alors que si je dis, elle est costumée en princesse, ou elle porte le costume de princesse, on voit par exemple dans le cas de Marie que on comprend que c'est un costume qui ne lui sied pas et qui. Enfin, alors, tu vois, je il y a sais un plus comment c'est décalage formulé chez entre- Alain Surget. Je crois que c'est simplement que, en fait, la garnison où où ils étaient, elle et son futur mari, se cotisent tous pour lui payer sa robe de princesse. Voilà. Sa robe, et c'est une vraie robe de princesse comme dans les contes de fées, rose avec des fanfreluches. Oui, c'est le terme fanfreluche, moi, en plus, qui m'a mis la puce à l'oreille. Ouais. C'est aussi le costume et le fait de porter des costumes qui nous permettent de réaliser qui on est vraiment. Parce qu'il y a des costumes dans lesquels on se sent à l'aise. Donc dans ce cas-là, on se dit, bah tiens, ça me convient bien. Par exemple, moi, je me sens à l'aise là sur ce podcast en tant qu'animateur. C'est un costume ça me va. Mais par contre, vous me mettez, je sais pas, par exemple, en costume à un enterrement ou à une réunion de travail ou un truc comme ça. Alors là, je sais plus où me mettre. Je deviens tout timide, je rougis. Enfin, tu vois. Donc c'est le fait d'endosser des costumes comme ça peut aussi on peut aussi comme ça se rendre compte de qui on est vraiment entre guillemets. Et le costume qui nous va le mieux, c'est finalement celui qui est c'est finalement le nôtre au sens où c'est celui qui nous correspond, c'est la fonction qui nous correspond. Enfin, je sais pas comment dire. Ouais. En tout cas, c'est rigolo aussi quoi. Comme Donc pour en revenir au travestissement, parce que moi c'est une des problématiques Natacha. qui m'a tenu à cœur beaucoup pendant ce mémoire. Moi j'étais partie même d'ailleurs de l'idée du travestissement parce que c'est en entendant un doctorant prendre la parole dans un colloque. Lui il faisait son doctorat sur l'image du pirate au XXIe siècle. Et au XXIe siècle, et du coup, il avait pris la parole particulièrement sur les romans pour la jeunesse et la piraterie dans les romans pour la jeunesse, et il disait qu'il avait l'impression que les femmes se travestissaient beaucoup en hommes, les hommes pas du tout en femmes. Enfin, il n'y avait pas de travestissement Pourtant, je peux te garantir que dans plein de dessins animés ou plein de trucs, alors j'ai pas de nom en tête, il y a plein d'hommes qui sont travestis en femmes sur les tonneaux pour décrire l'ivresse, par exemple. Alors là, il parlait exclusivement des romans pour la jeunesse qu'on lui avait fait lire pour ce colloque en priorité, mais de toute façon, j'étais pas d'accord avec lui. Donc, tiens, si j'ai un exemple, dans Pirate, le film Pirate de Polanski, il y a un moment donné où le héros se déguise en bonne sœur pour rentrer dans un... Voilà. Ouais. Mais oui, mais de toute façon, j'étais pas d'accord avec lui. Donc et en plus, il a dit que il ne comprenait pas. Enfin, en fait, que le costume masculin, c'était apparemment le seul qui donnait le droit à certaines choses qui étaient. Et alors, c'est vrai, ça, c'est le seul qui donne le droit à certains privilèges, de porter une arme, tout ça. Mais
faut savoir aussi que le costume masculin par rapport au costume féminin au XVIIe siècle est quand même beaucoup plus pratique. C'est très difficile, par expérience personnelle, je sais que c'est très difficile de se battre en corset. Ah oui, parce que tu fais des films et ouais. t'as eu l'occasion de te battre en corset. C'est ça, ouais. Et donc c'est très joli sur scène, c'est sympa, machin, moi j'aime bien. Mais c'est pas pratique. C'est très beau, c'est très chiant. Mais c'est pas pratique du tout. C'est pas pratique du tout. Et quand tu te bats pour ta vie. Le corset, ça sert à rien du tout, et c'est une gêne. Et la jupe, alors la jupe avec le jupon. Tu vois, c'est là qu'on vient à cette histoire que le vêtement, il est aussi déterminé par ce que tu fais dans la vie de tous les jours, dans ton quotidien. Ouais. C'est ce que je disais tout à l'heure quand je disais si les femmes ont pris des vêtements qui sont censés être attribués aux hommes au genre masculin, c'est peut-être aussi parce qu'elles se sont mises à faire des boulots, des jobs dans lesquels c'était pas pratique de porter un corset, une jupe, etc., etc. Alors, t'as l'air d'être pas d'accord. Alors oui, pour le corset, je suis d'accord, mais je pense pas que pour travailler en bureau, la jupe soit plus gênante non, que non, le non, pantalon. tout à fait, tout à fait. Après, ça, c'est notre société moderne qui nous fait de plus en plus travailler dans le bureau. Je pense qu'après-guerre, les gens qui travaillaient dans les bureaux, remarque non, parce qu'on a tous en tête les images. Ouais, non, c'est compliqué. Moi, je suis pas historien, donc c'est pas mon truc, mais ce serait des clichés, ce que je veux dire, donc ça sert à rien. Natacha. On te rend la parole. Donc du coup, et alors en plus moi j'avais des exemples en tête parce que j'en avais lu d'autres du corpus de littérature jeunesse qui était abordé pour le colloque, où les garçons se déguisent en filles parce que ça leur permet des avantages aussi. Il y a à un moment donné un officier anglais qui dit que quand il était à l'école des officiers, il était jumelé, en partenariat en fait avec un autre élève, donc c'était un élève d'une classe sociale plus élevée que lui, et du coup c'était un système de l'école qui faisait que les gens de plus basse condition étaient au service des plus nobles de l'école. Et en contrepartie, ils pouvaient étudier, apprendre à se battre. D'accord. Ouais, bon, okay. je dis que je valorise pas ça, mais c'est juste. Non, d'accord. Et du coup, le noble le martyrisait tellement qu'il était obligé parfois de craquer, et il explique qu'il va à la laverie, il demande aux lavandières, il y a une lavandière qui est plus sympa avec lui que les autres, qui lui permet de s'habiller en femme et de se coucher dans un tas de linge pour faire une sieste d'une demi-heure, quoi. Et donc là, c'est le fait qu'il soit habillé en lavandière qui lui donne le droit d'être dans la laverie, ouais. Okay. et donc le fait, sous-entendu, le fait à ce moment-là d'être costumé en femme lui donne accès à des zones auxquelles il n'avait pas accès à la base, quoi. Voilà. Donc parfois être en femme, d'accord, ça donne un pouvoir supplémentaire aussi, quoi. En fait, ça le décharge de certains devoirs et ça lui donne certains. Ouais. Et après, en roman 18e, il y a aussi le Chevalier d'Éon de. Ah, le Chevalier d'Éon. C'est l'inspiration d'Eddie Oscar. Ouais. Ah oui. Ouais, mais c'est là, l'inspiration principale de ouais, je retrouve pas le nom, mais je tiens à dire le nom de cet auteur sur le podcast, donc peut-être plus tard. Dans les commentaires. Ou voilà. Donc le Chevalier d'Éon, le fait d'être habillé en femme dans le roman pour la jeunesse, parce que moi je connais pas trop l'histoire du Chevalier d'Éon. En plus, c'est plus ou moins de la légende. Enfin, on sait pas trop la part historique. Lui permet d'être auprès de l'impératrice de Russie, la tsarine, et du coup d'évoluer dans son cercle le plus proche, en fait. C'est sa lectrice, et du coup il ou elle est au plus proche de l'impératrice. Il y a un vrai rôle royal, un vrai rôle de pouvoir et d'espionnage, et carrément. Voilà. Et donc, je pense que si les personnages féminins se travestissent dans les romans pour la jeunesse sur le XVIIe siècle, c'est pas seulement pour une histoire de droit aussi, il y a ça aussi, mais c'est aussi pour une histoire d'aspect pratique. D'accord. Ouais, pour gagner, c'est intéressant. Ça donne. Qu'est-ce qu'il y a ? Tu t'as trouvé le. Je suis en train de chercher voir si je peux trouver le titre. Sur son iPhone. Non, c'est pas un iPhone, non. Mais c'est le nom d'auteur pour la jeunesse qu'il va me falloir. D'accord. C'est Anne-Sophie Sylvestre, voilà. Bon, c'est cool. Tu l'as retrouvé. Ouais. Moi, je pense aussi, je pensais encore à la piraterie et tout ça. Je pense aussi que le changement de vêtements, de costumes, dans le cadre du roman en règle générale est lié à la liberté. Celui qui est capable et qui peut changer de costume à loisir,
c'est Ouais, celui qui est libre en fait. Ouais. Tu prends par exemple dans la piraterie, voilà, s'il se donne ce droit, s'il s'octroie ce droit de s'habiller tantôt en capitaine de navire ultra classieux et tout ça, ou tantôt en bonne sœur, bah, c'est parce qu'ils sont libres en fait finalement. Et ils ont le droit d'endosser n'importe lequel des costumes parce qu'ils ont compris qu'un être humain n'est pas emprisonné dans son costume, mais que le costume est à son service en quelque sorte. Tu vois ce que je veux dire, la Ouais. différence entre les deux? Là, ouais. il y en a qui sont au service de leur costume. Il y a des êtres humains qui sont au service de leur costume. Ouais. Et d'autres pour lesquels le costume est un sert, moyen. voilà, est un moyen pour atteindre leur fin. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, mais il y a dans Marie Tempête, il y a une scène cocasse aussi où donc Marie Tempête et donc ça, il y a aussi sur le même bateau Anne Bonny. Donc il y a aussi une femme pirate et donc, toutes les deux se font passer pour des hommes aux yeux de l'équipage. Il y a juste le capitaine qui est au courant. D'accord. Et elles sont obligées, donc elles sont travesties en hommes et elles sont obligées de se travestir en femmes pour attirer un bateau. Et donc c'est des femmes travesties en hommes, travesties en femmes, ça voilà. Et elles sont obligées, elles disent elles-mêmes, donc elles sont obligées de se bander les seins pour qu'on voit qu'elles sont dans la poitrine. Donc elles mettent des corsets par-dessus et elles renforcent les corsets avec du tissu pour faire croire qu'elles ont des seins. C'est voilà. Et donc mais par contre, je pense qu'il y a moins cette liberté, cet aspect de liberté là parce que quand elles sortent sur le bateau, bon déjà elles sont vachement féminines alors que le capitaine et l'équipage s'attendaient pas du tout à ça et donc elles se font limite draguer en fait par l'équipage. Ouais. Et enfin voilà, Et oui. elles sont pas si libres que ça au final de ce qu'elles font et elles sont un peu au service du costume et surtout Mary Read, elle a pas du tout envie de faire ça et elle est vraiment forcée à faire ça en fait. Yes, excellent. Bon, vous aurez compris, hein, ce podcast ne revient surtout pas sur la façon dont on fait des costumes, etc. pour le GN et ce genre de choses. Hein. C'est vraiment juste une vision symbolique du costume. Et, Ouais, ça, on voilà. aurait dû le dire au début. Ouais, c'est vrai, j'ai oublié de le préciser. Oui. Mais je le mettrai dans Dans les le commentaires, texte ouais. Avant, voilà, enfin dans le texte c'est qu'un introductif, D'accord. je dirais, voilà, parce que sinon les gens auront l'impression qu'on va leur expliquer, leur donner des tuyaux pour faire des costumes et tout ça. Là, c'était vraiment pas notre objectif. Maintenant, le costume, j'ai envie de dire, il y a un dernier truc qu'on n'a pas du tout abordé, c'est finalement le costume et le jeu de rôle. Par exemple, autour d'une table de jeu de rôle, on n'est pas costumé. Les gens sont pas costumés dans le jeu de rôle traditionnel. Donc ce n'est pas important quoique certaines personnes viennent quand même avec certains accessoires parfois. Ça peut Non, arriver, ça mais t'est moi, jamais ça arrivé m'est pas arrivé souvent. Moi, je l'ai jamais fait, mais j'y ai déjà pensé, je l'ai déjà envisagé. Enfin, D'accord. Mais par contre, c'est très important pour le GN. Et là, du coup, eux, ils se font suer. Enfin, ils mettent beaucoup de temps et beaucoup de passion à faire des costumes de façon à être plongés dans une ambiance. C'est ça. très- Je pense que c'est ça. C'est une clé pour l'immersion, pour jouer son personnage, le tenir sur un long terme. Ouais. Moi, ça m'aide. Hein. Enfin, même en théâtre où j'ai fait de la danse avant, en escrime, ça m'aide. Le fait de rentrer dans le costume m'aide à prendre le personnage. Et en plus, le costume va influencer ta façon de jouer, ne serait-ce que parce qu'il va influencer ton corps. Tu te tiens pas de la même façon si t'es en corset ou pas. Enfin, le corset va t'obliger à te tenir droite, à dégager le cou, les épaules, va gêner un peu tes mouvements. Donc, ça a une influence physique et donc psychologique. Adrien, tu voulais ajouter quelque Ouais, chose? et puis donc comme tu le faisais remarquer tout à l'heure, vu qu'aujourd'hui on n'est pas capable de se mettre dans la peau de ces personnages de cette époque parce qu'on n'a pas leur vision de la société, leur vision de Dieu, etc. Enfin, de Dieu ou de quoi que ce soit selon l'époque qu'on joue. Dieu, c'était un exemple tout à l'heure. Le costume, c'est peut-être, enfin le costume et les décors, c'est le seul moyen qu'on a pour rentrer dans cette époque. Et donc du coup, le plus fidèles ils seront. Changer le contexte pour changer l'esprit. Voilà, c'est ça, ouais. Si on peut pas changer notre tête avant, du coup, on va changer On va chercher à changer toutes les choses autour. Tout ce que l'on va voir ou qu'on va pouvoir, tout ce qui va nous influencer, soit nous rappelle à cette époque. Donc en fait, ce qui est intéressant, c'est que, alors comment dire, le costume peut nous libérer au sens où on peut prendre un costume pour accéder à des choses. Dans le cas du GN, on va chercher à, au contraire, essayer de capter un maximum de propriétés du monde tel qu'il était quand ces gens y vivaient, ou même pour du médiéval fantastique, c'est même encore Ouais, tel qu'on se le fantasme. voilà, ouais. c'est ça qui est énorme. C'est-à-dire qu'on va carrément
réaliser un rêve, quoi, en fait. On va prendre des décors et on va essayer de les... Moi, j'ai vu, par exemple, Benjamin Guérand, un ami que je salue au passage, qui travaillait sur des décors pour des GN qui sont juste mais colossaux, quoi. Il y a des milliers de personnes qui viennent. Alors je me souviens plus exactement du nom, mais en gros il y a des décors partout. Enfin, oui, il y a un rapprochement à faire avec le décor, je pense. Et non, mais carrément, parce qu'en fait le décor c'est le costume du paysage. C'est ça. Oui, c'est exactement ça. Oui, c'est ça. Est-ce que tu crois qu'il y a un genre du paysage? Non, mais voilà, c'est en fait c'est ça. Et donc du coup comme tu ne peux pas changer ton esprit, parce que c'est clair, on peut pas aller changer d'esprit, sinon on change carrément de personne. Mais du coup, tu vas changer tous les paramètres sur lesquels tu peux jouer, tu vas essayer de les modeler, et les seuls paramètres finalement sur lesquels tu peux jouer, c'est ce que tu portes. Si tu peux pas changer ta gueule, hein, a priori, pour l'instant, il n'y a pas encore d'entreprise qui nous fasse refaire le visage pour un GN, mais tu peux changer au moins changer ton costume et le décor, et comme ça essayer d'accéder au maximum à ton rêve, quoi, de réaliser un maximum ton rêve. Et là, du coup, le costume a une fonction de moule presque. Et puis c'est-à-dire pour mouler ton esprit dans un cadre. Je pense aussi que la personne qui conçoit son costume et qui passe autant de temps, c'est pas uniquement en vue du GN, c'est aussi il y a une satisfaction personnelle d'avoir carrément. Je suis complètement d'accord, parce que c'est quand même des sacrés trucs, hein. Ça, le fait même de réaliser un costume, et puis énorme. du coup c'est la première chose que tu vas faire, c'est admirer les costumes des autres et faire admirer ton costume. Il va y avoir t'as trouvé ça, t'as fait ça, ta chemise elle est géniale. Comment t'as fait ça? Et comment t'as fait ça? Où est-ce que t'as trouvé ça? J'aimerais bien. Enfin, j'ai quelques couturiers et couturières dans mon entourage, mais je sais pas s'ils se sont intéressés au GN ou pas. Je sais qu'on a des gens qu'on connaît par l'escrime qui font du GN. Mais ce serait intéressant. Une couturière particulièrement qui bosse pour eux, qui leur fait pas mal de costumes. Ce serait intéressant, je pense, de faire une deuxième partie de ce podcast qui aborderait justement cet aspect technique de réaliser un fantasme. Mais alors là, il te faut des géanistes. Et là, il faut vraiment. Et puis, je sais pas si les micros, c'est la meilleure chose, parce qu'il faudrait pouvoir montrer comment ils font, ils auraient envie de montrer des choses et tout ça, donc ce serait compliqué. Ouais, c'est... Bon, voilà déjà ce qu'on pouvait vous dire sur le costume et c'est simple, c'est ses apports symboliques, la distinction entre le vêtement, l'habit, le costume, très utile pour vous, joueurs de jeux de rôle, pour faire vos descriptions, mais aussi pour vous, créateurs de jeux, pour créer votre univers, parce que l'univers d'un homme, l'univers des êtres humains, un homme avec un grand H, bien sûr, d'un humain, eh bien, c'est aussi déterminé par les vêtements que portent les gens autour de lui, par les costumes qu'il embrasse lorsqu'il est dans telle ou telle situation. Tout ça est très très important. Réfléchissez aussi à la caricature, finalement, que représente le costume. La blouse pour le scientifique, le drap blanc, n'est-ce pas, Adrien, pour le prêtre Leclerc, hein, j'ai joué avec Adrien récemment à un jeu où il m'a fait porter un drap blanc pour dire regarde, t'es un prêtre, machin truc. Donc voilà, c'est ça. Et réfléchissez aussi à briser vos caricatures. Comme dans le livre, ça peut être très intéressant. Un scénario, finalement, qui tourne autour du costume et de quelqu'un qui cherche justement à sortir du cadre de sa fonction sociale et de son. Enfin, il y a plein de choses à faire autour de ces notions-là, et c'est pour ça que c'est intéressant avec toi, Natacha, de les aborder autour de nous. Ça peut influencer des scénars, de la manière dont vous écrivez. Il y a plein de choses qui ont été dites. Merci, Natacha, d'être venue sur le podcast d'Achille pour parler d'autre chose que ça. C'est super. J'espère qu'on aura l'occasion de revenir avec toi sur plein d'autres notions, parce que tu t'es intéressé à beaucoup de choses dans la littérature et tout, et c'est très très intéressant. Merci Adrien, merci Natacha, merci à nos auditeurs. Allez, à plus, merci de votre fidélité. Jouez bien, c'est ça qui compte. Utilisez tout ce qu'on vous a raconté pour jouer. Salut.